petits loups! Alors aujourd'hui on va voir ensemble le chapitre Redox et je vais essayer de vous expliquer tout ça au mieux. C'est parti! Pour vous expliquer ce chapitre, j'ai choisi de vous concocter un petit exercice type, vraiment simple, la base de la base, qu'il faut absolument savoir faire. Et pour ce qui est des exercices un peu plus compliqués, vous verrez ça en ED, auquel il faut absolument assister. D'ailleurs, j'insiste là-dessus. Donc, on va faire réagir en milieu acide. Alors, attention, le milieu a son importance, vous le verrez plus tard. Donc, on fait réagir en milieu acide les deux espèces ioniques, l'une contenant du chrome et l'autre qui contient du soufre. Donc, on va mettre ces deux espèces en solution et hop, 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 ça va nous faire une réaction redox. Et donc, le but, c'est de trouver quelle est cette réaction pas à pas en suivant différentes étapes. On commence par calculer le nombre d'oxydations des atomes au sein de chaque molécule qui va entrer en jeu dans la réaction. Alors, petite piqûre de rappel, le nombre d'oxydation d'un atome indique le nombre d'électrons que cet atome aura perdu ou gagné par rapport à sa forme neutre. Et pour le compter, c'est bien simple, il y a des conventions, donc tout con à apprendre. Un atome isolé neutre, il va avoir un nombre d'oxydation égal à 0, c'est assez intuitif. Ensuite, les ions monoatomiques vont porter un nombre d'oxydation égal à la charge de l'ion. Et après, il y a juste des nombres d'oxydation à apprendre par cœur pour l'oxygène, l'hydrogène et le fluor. Et en général, ils ne varient pas. Et vous n'allez pas rencontrer d'exercice ni de cas en PACES où ces nombres d'oxydation changent. Donc vraiment juste apprendre la convention telle qu'elle. Du coup, on va se pencher sur le couple Cr2O7 Cr3+. Alors d'abord, on va faire Cr3+, parce que c'est un ion monoatomique, donc du coup, c'est tout con. Son nombre d'oxydation, c'est +3. Ensuite, Cr2O7 alors là, c'est un petit peu plus hardcore, mais pas vraiment, en fait, c'est tout con aussi. Donc ce qui va nous intéresser ici, c'est le nombre d'oxydation de l'atome de chrome, qui va passer de la forme moléculaire Cr2O7 à sa forme ionique Cr3+, parce que on connaît le nombre d'oxydation de l'atome d'oxygène, mais ce qui va nous intéresser du coup, c'est le nombre d'oxydation du chrome. Donc on sait que la somme des nombres d'oxydation de chaque atome composant la molécule va être égale à la charge totale de la molécule, soit -2. Et donc ça va être la règle de l'électroneutralité qui va revenir vraiment constamment, que ce soit en chimie générale ou en chimie organique, donc toujours l'avoir dans un coin de sa tête. Du coup, on va poser une équation toute bête. Donc -2 d'un côté, qui va être la charge totale de l'atome, qui est égale ensuite à 2 fois le nombre d'oxydation de l'atome de chrome, parce qu'il y a 2 atomes de chrome dans la molécule, plus 7 fois le nombre d'oxydation de l'oxygène. Et on sait que l'atome d'oxygène a un nombre d'oxydation qui est égal à -2. Donc 7 fois -2, ça fait -14. Et ensuite, vous résolvez l'équation. Et voilà, on a le nombre d'oxydation totale de l'atome de chrome qui est égal à +6. Et maintenant qu'on connaît le nombre d'oxydation de chaque membre du couple redox, on va pouvoir déterminer qui est l'oxydant et qui est le réducteur. Alors, l'oxydant, ça va être celui qui a le nombre d'oxydation le plus élevé. Du coup, Cr2O7 ça va être notre oxydant et Cr3+, ça va être notre réducteur. Et maintenant, on peut enfin passer à la partie qui nous intéresse, la demi-équation. Il y a 2 règles fondamentales à respecter quand on équilibre une demi-équation. C'est celle de l'électroneutralité et celle de la conservation de la matière. On va placer notre oxydant à gauche et notre réducteur à droite de la petite flèche, et donc c'est par convention. Selon la loi de conservation de la matière, on a 7 atomes d'oxygène à gauche de la réaction, du coup il va nous falloir 7 atomes d'oxygène à droite. Du coup on va équilibrer ça avec des molécules d'eau. Donc on va avoir 7H2O et ensuite à droite on va avoir 14 hydrogènes en plus, donc on va rajouter 14 H+ à gauche de la réaction pour avoir un nombre égal d'hydrogènes de part et d'autre de la réaction. Et donc vous allez me dire pourquoi H+, et pas autre chose, parce qu'on est en milieu acide. Donc du coup vraiment le moyen le plus simple de trouver des H manquants, ça va être avec les H+. Donc maintenant qu'on a respecté la règle de conservation de la matière, il nous reste l'électroneutralité. Donc du coup on compte les charges à droite, on voit qu'il y en a 6 charges plus à droite, et à gauche on a 12 charges plus.
Donc pour équilibrer ça de chaque côté, on va ajouter 6 charges négatives à gauche de la réaction, donc 6 électrons. Et voilà, vous avez résolu votre première demi-équation. Bravo! C'est parti pour le deuxième couple, yay! Donc on fait exactement la même chose, c'est tout con. Donc d'abord SO4 de moins, donc la charge totale de la molécule c'est moins 2, donc du coup on va avoir le nombre d'oxydation du soufre plus 4 fois le nombre d'oxydation de l'atome d'oxygène qui va être égal à moins 2. Vous résolvez tout ça et ça vous donne un nombre d'oxydation du soufre qui est égal à plus 6. Ensuite on s'intéresse au SO2. Donc sa charge globale c'est 0, vous faites exactement la même chose et ça vous donne le nombre d'oxydation de l'atome de soufre au sein de la molécule SO2 qui est égal à plus 4. Donc du coup, plus 6 est supérieur à plus 4, donc du coup SO4 de moins va être votre oxydant et SO2 ce sera votre réducteur. Maintenant on résout la demi-équation, donc exactement comme le couple précédent. L'oxydant à droite, le réducteur à gauche. On applique les mêmes règles, c'est-à-dire celles de l'électroneutralité et de la conservation de la matière. Et on finit par trouver 2 H2O à droite et 4 H+ à gauche. Et donc si on compte les charges positives de chaque côté, on voit qu'il nous manque 2 électrons sur la gauche. Voilà. Et donc cette réaction, ça va être une réduction parce que l'oxydant, donc SO4 de moins, va gagner 2 électrons pour se transformer en réducteur, parce qu'une réduction, c'est un gain d'électrons. Et ensuite, la réaction inverse, qui met en jeu une perte d'électrons, sera une oxydation. Donc, il suffit juste d'inverser la flèche et d'aller dans l'autre sens. Et voilà, maintenant qu'on a 2 équations, on peut faire l'équation de la réaction entre les 2 couples enfin. Et c'est ce qui va nous intéresser le plus. Mais maintenant, la question qui se pose, c'est quelle espèce va réagir avec quelle espèce? Mystère. Et donc pour ça, on va utiliser la règle du gamma, la fameuse règle du gamma, ainsi que les potentiels standards de chaque couple qu'on avait donné en début d'exercice dans les données, en sachant que l'oxydant le plus fort réagit avec le réducteur le plus faible. Pour cela, vous tracez une flèche qui va vers le haut et qui va représenter vos potentiels standards croissants. À gauche, on place les oxydants, à droite, on place les réducteurs et vous allez juste poser vos 2 couples selon leur potentiel standard respectif. Et ensuite, vous allez tracer votre petit gamma. Donc on voit que l'oxydant Cr2O7 de moins va réagir avec le réducteur SO2 pour ensuite donner l'espèce SO4 de moins et le réducteur Cr3+. Donc maintenant, on va pouvoir passer à la résolution de l'équation redox. Donc pour ça, on va reprendre nos 2 demi-équations, les mettre l'une par-dessus l'autre, et on va mettre les 2 espèces qui réagissent ensemble au début, du même côté, du coup. Et ensuite, on va équilibrer tout ça. Donc la première chose à faire, c'est s'assurer que le nombre d'électrons mis en jeu dans chaque demi-équation est le même. Donc ici, c'est pas le cas. Donc on va multiplier la demi-équation numéro 2 par 3 pour qu'on ait 6 électrons dans la demi-équation numéro 1 et la demi-équation numéro 2. Et ensuite, on additionne le tout et le tour est joué. Mais maintenant, vous allez me dire, et si on est en milieu basique, comment on fait? Et bien du coup, c'est très simple, on fait comme en milieu acide et on va neutraliser les H+ du milieu acide avec OH-. Donc vous l'aurez reconnu, c'est la réaction de l'autoprotolyse de l'eau parce que H+ plus OH-, ça va vous donner H2O. Donc on met autant de OH- à gauche que de H+, et on n'oublie pas la règle de la conservation de la matière, et on ajoute aussi des OH- à droite de la réaction. Après on va simplifier tout ça, et voilà, ça y est, tu sais faire en milieu basique, c'est génial, tu sais tout faire, t'es le meilleur, bien joué beau gosse. Maintenant, on va passer à la partie un peu plus barbante du chapitre redox, selon moi en tout cas. C'est les formules, les fameuses formules super à apprendre par cœur surtout, parce qu'il n'y a pas de fiche au concours. Mais je vous rassure, elles ont l'air un peu compliquées comme ça au premier abord, mais au final, vous allez vous rendre compte qu'elles sont redondantes. Il n'y en a que 5 à connaître, donc c'est vraiment pas beaucoup comparé à d'autres chapitres de chimie générale. Et il va y en avoir 4 qui se ressemblent, donc pas de panique niveau par cœur. Alors ces formules s'appliquent en situation réelle, c'est-à-dire au sein d'une pile.
Donc chaque électrode de la pile correspond à un couple redox et la réaction entre les deux couples va donner lieu à un flux d'électrons qui générera un courant nécessaire au fonctionnement de votre pile. Donc si je vous ai perdu, pas de panique, hein. Vous reverrez ça en cours, mais je voulais juste essayer de vous situer parce que vous allez voir, selon le nom des formules, on peut se demander mais d'où ça sort? Mais c'est parce que vous êtes dans une pile en situation. Et si vous êtes un peu curieux, vous pouvez aller voir tout ça sur internet, c'est assez facile à trouver. Il suffit de taper pile redox et vous trouverez plein d'exemples. On va avoir grosso modo deux types de formules. On va avoir les formules qui ne concernent qu'un seul couple redox et on va avoir les formules qui vont mettre en jeu deux couples redox au sein d'une réaction entre les deux couples. Donc on va d'abord s'intéresser aux formules qui mettent en jeu un seul couple redox. Donc par exemple, on va prendre le couple SO4 de moins SO2. Donc on va d'abord avoir la formule du potentiel d'électrode, donc qui va être égal à E majuscule égal au potentiel standard du couple redox plus 0,6, donc c'est une constante, divisé par n, le nombre d'électrons mis en jeu dans la demi-équation du couple redox, fois le logarithme de l'activité de l'oxydant, le tout à la puissance de son coefficient stoïchiométrique divisé par l'activité du réducteur, le tout à la puissance de son coefficient stoïchiométrique. Il ne faut surtout pas oublier les coefficients stoïchiométriques parce que c'est une erreur qui revient fréquemment. Par exemple, moi, je la faisais tout le temps. Donc on met tout ça en application. Donc on a le potentiel standard du couple SO4 de moins SO2 qui était égal à 0,2, on l'avait donné en début d'exercice, plus 0,6 divisé par 2, qui est le nombre d'électrons mis en jeu dans la demi-équation de ce couple, fois le logarithme de l'activité de l'oxydant, donc SO4 de moins. Et donc du coup, on a nos deux espèces chimiques qui sont sous forme dissoute en solution, donc ils vont être liquides. Et donc l'activité d'un composant sous forme liquide, ça va être sa concentration. Et un autre oubli qui est assez fréquent, c'est les ions H+, qu'il faut aussi prendre en compte dans notre calcul. Lorsqu'on est en milieu basique, ce sera les ions OH- qu'il faudra pas oublier de prendre en compte également. Ensuite, on a l'enthalpie libre standard du couple qui va être égale à delta Rg standard égale à moins n le nombre d'électrons mis en jeu dans la demi-équation du couple redox, encore une fois, multiplié par la constante de Faraday, qui est égale à 96 500 fois le potentiel standard du couple redox. Tadam! Et donc le tout, c'est en joules par mol aussi, j'oubliais. Maintenant, on passe aux formules qui vont mettre en jeu deux couples. Donc ici, on va avoir nos fameux couples qui étaient mis en jeu dans la réaction redox. Donc comme première formule, on aura la force électromotrice de la pile. Donc c'est comme je vous disais, c'est mise en situation dans une pile. Donc qui va être très similaire à la formule du potentiel d'électrode pour un couple redox. Donc ça va être égal à E qui est égal au potentiel standard des deux couples, plus 0,6 divisé par n le nombre d'électrons mis en jeu dans la réaction redox totale, donc entre les deux espèces, fois le logarithme de l'activité des produits, et surtout pareil, ne pas oublier les coefficients stoïchiométriques pour chaque produit mis en jeu, divisé par l'activité des réactifs, toujours à la puissance du coefficient stoïchiométrique. Donc on va mettre ça en application. Donc on a le potentiel standard de réaction qui va être égal au potentiel standard du couple qui a le potentiel standard le plus élevé, moins le potentiel standard du deuxième couple qui aura le potentiel standard le plus faible. Plus 0,6 divisé par 6, parce que si vous vous souvenez bien, on avait 6 électrons qui étaient mis en jeu dans la réaction totale, fois le logarithme de Cr3+, à la puissance 2, parce qu'il y avait 2 Cr3+, dans notre réaction totale, et ainsi de suite. Et encore une fois, ne pas oublier les H+, ici aussi. Ensuite, on a la formule de l'enthalpie libre de réaction, qui elle aussi va être très similaire à l'enthalpie libre standard du couple.
Donc ici, on a delta Rg qui va être égal à moins n, toujours le nombre d'électrons mis en jeu, fois la constante de Faraday, toujours la même constante, multiplié par la force électromotrice de la pile cette fois-ci. Et du coup, tu peux voir que les formules se ressemblent. Voilà, easy money, c'est fait. Et enfin, il nous reste une formule qui va être la formule qui va nous permettre de déterminer l'avancement de la réaction. Donc, on va appeler cet avancement K, qui va être égal à 10 puissance n, qui sera toujours le nombre d'électrons mis en jeu dans la réaction, le tout multiplié par la soustraction des potentiels standards des deux couples mis en jeu dans la réaction. Voilà. Et ensuite, vous avez la version classique également pour calculer l'avancement de la réaction, qui va être la même pour tous les chapitres de chimie générale. Donc on aura l'activité des produits divisée par l'activité des réactifs, sans oublier le coefficient stoïchiométrique. Et voilà, on en a fini avec le chapitre redox. Donc c'est une bonne chose de faite, vous avez pu voir que c'était pas si compliqué que ça, donc pas besoin d'en avoir peur. Et au concours, normalement, les exercices ne seront pas beaucoup plus compliqués que celui qu'on vient de faire ensemble. Du coup, je vous souhaite bon courage pour la suite et peut-être qu'on se reverra au tutorat.